Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode 39 du balado du Dr. Kin. Alors, ça fait un petit moment déjà que je n'ai pas produit du contenu en direct, donc un peu de temps dans mon horaire, donc j'ai réussi à produire quelque chose. Et celui-là, cet épisode-là, ça faisait un petit bout qu'on me l'avait demandé. Fabien, petite pensée pour toi. Donc, un épisode qui va toucher sur la plongée en apnée, donc le travail sous-marin, les efforts en dessous de l'eau, sans appareil respiratoire, donc lorsqu'on va retenir sa respiration. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Je ne suis pas un spécialiste de ce type d'environnement-là. Donc, il a fallu que je m'informe un peu. Il y a des publications très intéressantes. Donc, j'ai fouillé un petit peu, mais encore une fois, je rappelle, je ne suis pas un spécialiste là, de l'environnement sous l'eau. C'est quelque chose qui est assez complexe. Donc, on va aborder une fraction de l'environnement sous-marin, puis comment se retrouve l'être humain là-dedans. Et aussi, peut-être, pour ceux et celles qui ont différents types de compétitions dans ce domaine-là du travail sous-marin, eh bien, on va voir qu'est-ce qui peut être intéressant comme entraînement, qu'est-ce qui est entraînable, qu'est-ce qu'on peut modifier, comment on peut travailler ça. Ça aussi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant là, de lire un petit peu là-dessus, puis d'y appliquer là, des notions de physiologie environnementale. Donc, très intéressant. Alors, donc, qu'est-ce que la plongée en apnée? Pour plusieurs d'entre nous, moi le premier, ça se résume souvent à une paire de palmes, un tuba, un masque, puis on est dans le sud, puis on s'en va voir les beaux poissons tropicaux. Sauf qu'il y a quand même des compétitions, il y a des efforts physiques qui se font avec une certaine réglementation. Donc, on observe différents types de compétitions en apnée. Il y a, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, les compétitions de type le Grand Bleu. Donc, lorsqu'on va plonger, on est amené, puis on essaie d'aller le plus profondément possible, sans appareil respiratoire, sans équipement de plongée. Donc, on va descendre à des profondeurs de plusieurs mètres où on va être confronté à un environnement extrêmement hostile, donc pas d'apport en oxygène et la pression environnementale aussi qui va changer. Donc, le fait d'être submergé par des tonnes et des tonnes d'eau, ça exerce une pression sur l'organisme, ce qui va influencer aussi la physiologie de l'être humain et notre capacité à survivre dans ces environnements-là ou pas. Donc ça, c'est un type de compétition où on cherche à aller le plus loin possible en profondeur. Souvent, ce n'est pas par ses propres moyens. Donc, on va avoir un lest qui va nous amener vers le fond. Donc, on n'a pas à nager pour descendre. Et ça change considérablement la donne d'un point de vue physiologique. Et il y a aussi d'autres types de compétitions qui sont plus, non pas à la verticale, mais beaucoup plus à l'horizontale. Donc, on va chercher à parcourir des grandes distances sous l'eau, mais pas nécessairement en profondeur. Donc, on va essayer vraiment de nager sur une distance X ou le plus loin possible sans avoir accès à de l'équipement respiratoire ou à la surface. Donc, on est vraiment légèrement sous l'eau, puis on fait une nage à l'horizontale. Ça aussi, ça modifie un petit peu donc la donne. Là, il y a un effort pour se propulser, se déplacer. Et on est limité aussi par, on n'a pas d'appareil respiratoire, donc il n'y a pas d'apport externe en oxygène. On fonctionne uniquement sur ses propres réserves. Donc, sans rentrer dans les détails là, de la physiologie de l'organisme sous l'eau, parce que l'organisme, l'être humain, la majorité des mammifères, ont des comportements légèrement différents au niveau physiologique lorsqu'on est en dessous de l'eau. Donc, vous avez peut-être, pour ceux qui ont des enfants puis qui leur ont donné des cours de natation très, très jeunes, quand on va lancer un bébé dans l'eau, il y a un réflexe, le réflexe d'immersion qu'on observe qui est particulier. Donc, il y a, dès que la tête va être sous l'eau et qu'on n'a pas accès à l'oxygène, bien, le nouveau-né va avoir un réflexe, dans le fond, de bloquer un peu la respiration, donc
pas qu'il y ait d'eau qui rentre. Et aussi, on va observer une diminution des fréquences cardiaques. Donc, les fréquences cardiaques vont baisser. Il va y avoir une redistribution aussi du sang. Donc, la périphérie va être un peu moins alimentée. On va ramasser une plus grande quantité de sang vers le cerveau, les organes associés à la survie. Donc, il y a tout ce changement-là qui va se passer. Et ce réflexe-là, il est présent chez, à ma connaissance, tous les mammifères. Il est plus prononcé chez certains mammifères comme les mammifères aquatiques, comme le dauphin, phoque et compagnie. Et chez l'humain, ce qui est intéressant, c'est que ce réflexe-là, avec l'âge, tend à diminuer. Alors, chez le nouveau-né, donc c'est très marqué, il y a des réponses neurophysiologiques très, très importantes. Et plus on vieillit, moins ces réponses-là sont importantes. Donc, ce qui est important pour observer ce réflexe-là de diminution, donc de bradycardie au niveau des fréquences cardiaques, donc ça peut baisser d'à peu près 5, 10, 15, 20 le rythme cardiaque et la redistribution du sang va changer aussi beaucoup. Ici, je vais faire abstraction de la notion de profondeur parce que lorsqu'on va faire de la plongée en apnée puis qu'il va y avoir une modification de la pression environnante, ça va changer aussi ce réflexe-là, ça va exacerber les modifications de la circulation en périphérie, donc dans les bras, les jambes, les pieds, les mains. Parce que la pression de l'environnement externe va compresser davantage les tissus et ça va limiter, ça augmente la résistance périphérique. Donc ça, c'est lorsque le cœur va envoyer du sang, il y a à combattre cette occlusion-là, cette compression-là de la périphérie, donc il y a à travailler un petit peu plus fort. Donc ça modifie. Mais si on prend par exemple quelqu'un qui fait une compétition tantôt à l'horizontale, donc pas une grande profondeur, et on a nagé à l'horizontale, ou encore quelqu'un qui fait ça en touriste, qui plonge dans le sud, puis qui s'en va en dessous de l'eau à l'horizontale, donc sans atteindre des profondeurs importantes. Donc, on parle d'une profondeur de 1, 2, 3 mètres peut-être maximum. Eh bien, à ce moment-là, on va observer une redistribution du sang et avec le vieillissement, bien, cette réponse-là semble être moins marquée. Et autre élément très important, pourquoi on appelle ça un réflexe, le réflexe d'immersion? C'est parce qu'il faut absolument que la tête soit immergée. Donc, on a besoin d'un contact avec l'eau au niveau du visage. Donc, le nerf vague, donc il y a plusieurs capteurs au niveau du nez, du visage qui vont signaler l'importance d'avoir ce réflexe-là. Et en vieillissant, bien, cette réponse-là semble un peu moins marquée, mais est quand même observée. Donc, ce réflexe-là est important parce que, étant donné que c'est une activité réflexe, on n'a pas besoin d'être conscient pour que ça se passe. Alors, ça, c'est un élément important. Et, étant donné que c'est un réflexe, ça va être difficile de le contourner. Alors, on va être pris un peu avec cette redistribution sanguine-là. Et si on veut faire un effort à la nage, eh bien, les bras et les jambes ont à travailler. Et ils vont avoir un besoin accru en oxygène, en nutriments pour réussir à faire leur effort. Et ce réflexe d'immersion-là va venir limiter nos capacités d'effort sous l'eau. Alors, ça va être un élément qu'il va falloir considérer dans notre performance. Parfois, il y a des gens, par exemple, qui vont faire la natation sans avoir la tête immergée, donc une nage classique, un crawl classique, et ils vont tenter de reproduire les performances sous l'eau. Et on va avoir tendance à observer une fatigue un peu plus importante lorsqu'on va être sous l'eau, principalement à cause de cette redistribution-là périphérique du sang, puis cette diminution-là légère de l'activité cardiaque. Donc, ceci étant dit, cette vasoconstriction-là périphérique fait en sorte que lorsqu'on veut faire une performance, on veut utiliser les segments, les bras, les jambes pour nous permettre de nager, eh bien, on doit s'assurer qu'on bénéficie d'une très grande efficience. Donc, l'efficience, c'est que par rapport aux gestes qu'on fait, on a très peu de pertes ou de gaspillage. Il y a un terme que j'affectionne particulièrement pour ça, c'est l'appellation moron-moteur. Donc, quelqu'un qui est moron-moteur, c'est quelqu'un dont le geste, donc la technique d'exécution est peu efficace. Hein, on pense à quelqu'un qui apprend à patiner, il n'y a rien d'élégant là-dedans, il n'y a rien qui est fluide. Donc, il y a beaucoup de contractions musculaires qui sont inutiles, qui consomment de l'énergie et de l'oxygène et qui ne contribuent pas au mouvement. Donc, cette perte d'efficience-là fait en sorte qu'on gaspille énormément.
Lorsque la quantité d'oxygène disponible dans l'environnement est restreinte ou inaccessible, dans le cas de l'apnée, eh bien, on doit se fier uniquement à nos réserves d'oxygène, donc ce qu'il y a dans le sang, ce qu'il y a dans le muscle, ce qu'il y a dans les cellules déjà, pour réussir à nous alimenter. Donc, bien entendu, on n'en a pas pour longtemps, on parle de quelques minutes avant d'épuiser ces réserves-là. Si en plus, il faut qu'on effectue un gaspillage lors de la nage, moi je suis un très mauvais nageur, si j'ai à nager en dessous de l'eau, je vais gaspiller énormément d'énergie. Donc, ça se traduit par un déplacement sous l'eau qui est peu efficace. Donc, je n'irai pas tellement loin avec les réserves d'oxygène que j'ai. Et ça devient, le travail technique lors de ces activités-là devient extrêmement important parce qu'on n'a pas d'apport en oxygène, donc on ne peut pas compenser avec une excellente capacité aérobie. Si j'ai une capacité aérobie de cycliste du Tour de France dopé, on va supposer que je suis à 80 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute, ce qui est monstrueux comme moteur aérobie. Eh bien, si j'en gaspille 90% de cette énergie-là, il reste quand même seulement 10% utilisable parce que je suis tellement moron moteur en dessous de l'eau que je viens à gaspiller trop d'énergie. Alors, ma grande capacité aérobie, elle vient à être gaspillée parce que je ne suis pas en mesure de convertir cette puissance-là au niveau de mon moteur en gestes techniques efficaces. Alors, un élément important du développement ou de l'entraînement d'un athlète qui veut faire de la plongée et de la nage en apnée. Donc, encore une fois, ce n'est pas dans le cas où je descends en profondeur. Donc là, ça serait différent. Si on a le temps, je l'aborderai à la fin. Mais sinon, le travail où est-ce qu'on a une nage en apnée à faire, il faut s'assurer que techniquement, on est extrêmement efficace. L'autre inconvénient qu'on a, c'est la vitesse. Donc, dans l'éventualité où la compétition implique un chrono, donc il faut nager le plus rapidement possible, ça devient également problématique parce que là, il y a une notion d'hydrodynamisme qui est importante. L'eau va offrir une résistance qui est beaucoup plus importante que l'air. Donc, plus je vais accélérer, plus la résistance à mon déplacement va augmenter. Si cette résistance-là augmente, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ça va faire en sorte que je vais dépenser plus d'énergie pour pouvoir me déplacer et mes quantités d'oxygène sont limitées. Donc, il faut s'assurer d'avoir un profil hydrodynamique le plus économe possible. Donc, quelqu'un qui aura un gabarit très costaud, très carré, qui va offrir une très grande résistance à l'eau, eh bien, à ce moment-là, ça va le ralentir et ça va augmenter le coût de la nage en dessous de l'eau. Donc, c'est les deux éléments. Donc, améliorer le plus possible le travail technique, s'assurer que l'hydrodynamisme est optimal, bien que c'est relativement peu modifiable. Mais si quelqu'un s'entraîne dans le but de développer ses performances de nage en apnée sous l'eau, eh bien, il faudrait porter une attention particulière à chercher à éviter le plus possible l'hypertrophie musculaire. Donc, on veut, pourquoi? Parce que plus on va augmenter l'hypertrophie, plus on va diminuer son hydrodynamisme. Donc, on va voir à ralentir le mouvement sous l'eau ou à le rendre plus coûteux. Donc, ça serait deux éléments qui vont être importants. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va faire un effort en dessous de l'eau? Qu'est-ce qui va arriver à l'organisme? On pense souvent que le plus gros problème qu'on va avoir, c'est des limites au niveau de la quantité d'oxygène qu'on a. Donc, on va manquer d'oxygène. Ça ne semble pas être tant le cas. Le plus gros problème qu'on va retrouver, ce n'est pas un appauvrissement critique et potentiellement mortel de l'oxygène, mais c'est plutôt une augmentation trop importante du CO2. Alors, le CO2, qui est un produit de la respiration cellulaire, lorsqu'on va renouveler de l'ATP avec le métabolisme aérobie, bien, cet ATP-là va venir avec une augmentation de la production de CO2. Ce CO2-là va être expulsé de la mitochondrie, va se ramasser dans la cellule, ensuite de ça, va être expulsé de la cellule, va s'en aller vers la circulation sanguine et va circuler en temps normal, s'en va au poumon et va être évacué par les voies respiratoires. Donc ça se passe bien. Par contre, lorsqu'on est dans une situation de nage en apnée, la quantité de gaz qu'on peut expulser est très limitée. Donc, je vais bénéficier d'un volume d'air dans mes poumons que je vais conserver et je veux en conserver la plus grande partie possible pour être capable d'extraire le plus gros pourcentage d'oxygène, mais je vais être confronté à un dilemme, c'est qu'il va falloir que je laisse sortir du gaz, donc que je laisse sortir un peu de CO2. Sinon, l'accumulation de CO2 va devenir extrêmement problématique. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre d'un autre projet, j'ai eu à tester
et là je dévie un peu, mais ça rejoint totalement, là, vous allez voir, j'ai eu à tester la méthode de Valsalva. Donc, on sait, Valsalva, si on bloque la respiration, donc on bloque la ventilation, on devrait dire, afin de créer une sorte d'équilibre au niveau des pressions intra et extra des parois du cerveau. On augmente la pression intra-abdominale, intra-thoracique, donc ça favorise une stabilité du tronc, etc., etc. Bon, il y a beaucoup d'histoires sur le Valsalva, comme quoi c'est dangereux parce que ça cause une élévation de la pression artérielle. Je pourrais en parler dans un autre balado. C'est pas tant le cas que ça. Sauf que le test que j'ai fait, je me suis amusé à mettre l'équipement que j'ai pour analyser les gaz, donc un masque qui recueille la quantité d'oxygène que je consomme et un appareil qui mesure la quantité d'oxygène en périphérie. Donc, dans ce cas-ci, c'était sur un des muscles de ma cuisse. Et j'ai fait un effort de squat sur un entraînement iso-inertiel, donc une roue que j'ai à faire tourner pendant 75 secondes. Donc, je me suis amusé à faire du squat à intensité la plus élevée que j'étais capable de soutenir pendant 75 secondes. Donc, bien évidemment, j'ai commencé à produire un certain travail, puis plus ça allait, plus ça diminuait. Donc, je l'ai fait avec le masque. J'ai mesuré les paramètres respiratoires, donc l'air qui rentre, l'air qui sort. J'ai regardé au niveau de la cuisse qu'est-ce qui se passait. Donc, rapidement, on voyait dans la cuisse une diminution importante de la quantité d'oxygène. Donc, je faisais un effort, même si on dit que c'est un effort anaérobie, l'oxygène qui était local en périphérie dans mon muscle a été rapidement consommé et 75 secondes d'effort à pleine puissance, c'est très difficile. Donc, on a observé une diminution de la puissance, une augmentation de la fatigue. Bref, c'était pas facile. Ensuite, je voulais voir qu'est-ce qui se passe avec un Valsalva. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais un Valsalva? Est-ce que je vais être capable de générer plus de puissance sur mon exercice de squat, comme beaucoup le prétendent là, quand tu utilises le Valsalva, on est en mesure de générer plus de force, plus de stabilité, le mouvement est plus efficace, etc., etc. Alors, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce que ça donne sur le Valsalva. Donc, je me suis installé après une longue période de récupération et j'ai conservé le masque. Pourquoi? Parce que j'allais bloquer ma ventilation et je voulais le voir. Donc, je voulais m'assurer qu'effectivement, il n'y avait pas d'air qui rentrait puis qui sortait. Donc, le masque, lui, mesure la quantité d'oxygène qui rentre, qui sort. Donc, il va me le dire si je respire puis il se passe quelque chose. Donc, j'ai fait le test de 75 secondes dans le tapis. C'est pas tout à fait ça. J'ai commencé le test de 75 secondes dans le tapis. Effectivement, j'étais capable de générer plus de puissance sur mes premières répétitions, mais après 15-20 secondes, ça devenait insoutenable. Donc, après 30 secondes des 75 initialement prévus, il a fallu que j'arrête. Pourquoi? Il fallait absolument que j'expire. Donc, il fallait que je fasse sortir le CO2. C'était insoutenable. Et moi, je suis très à l'aise à porter le masque là, pour les tests de capacité aérobie. Vous le savez probablement, j'ai couru un demi-marathon puis un marathon avec ça, donc plusieurs heures dans le visage. Je gère ça très bien, ça ne me dérange pas. Mais je peux vous dire, là, dans les 10 dernières années, cette fois-là, après ce 30 secondes-là de Valsalva, il a absolument fallu que j'enlève le masque. Psychologiquement, j'étais incapable, j'avais l'impression d'étouffer parce que réellement, c'est une impression. Le masque, il y a en masse d'air qui peut rentrer puis qui peut sortir. Donc, il a fallu que je l'enlève. J'étais vraiment incapable de gérer ça. Et ça, c'est un autre élément qui est très important. Maintenant, pour revenir avec la plongée en apnée puis l'effort, bien, c'est un petit peu la même chose qu'on va avoir. Donc, on ne bloquera pas la ventilation lorsqu'on va plonger comme ça, mais on n'en fera pas. Donc, il n'y aura pas un effort pour fixer la cage thoracique. On va essayer d'être un peu plus fluide lorsqu'on va nager, mais il n'y a pas de mouvement d'inspiration, d'expiration qui va se faire comme tel. Alors, la quantité de gaz qui est captive à l'intérieur, eh bien, ça va tranquillement augmenter et le CO2, l'augmentation de CO2, bien, c'est étroitement associé avec une diminution aussi du pH, donc une augmentation de l'acidité dans le muscle. Donc, plus ça va être difficile parce que le muscle va être extrêmement appauvri en oxygène, va être surchargé en termes d'acidité. L'organisme comme tel va être surchargé en CO2, donc ça devient une situation qui est intolérable. Et c'est là que l'entraînement rentre en ligne de compte. L'entraînement pour ce type d'activité-là peut avoir un effet physiologique.
Donc, on peut entraîner sa capacité à retenir son souffle. On peut également améliorer techniquement ses capacités de devenir plus efficace. On peut améliorer la teneur en oxygène du muscle en augmentant le volume sanguin. Donc, il y a plusieurs aspects physiologiques qu'on peut travailler, que je vais aborder dans quelques instants, mais il y a aussi un volet psychologique. Et ça devient très important. Donc, l'aspect psychologique, sa capacité à tolérer ces signaux-là, qui sont des signaux de survie extrêmement puissants que l'organisme nous envoie, eh bien, c'est entraînable. Donc, il y a certains points où on arrive. Donc, il y a un moment donné, lorsqu'on n'a pas accès à de l'oxygène, on peut être relax, on est tranquille, puis vous pourrez l'essayer de retenir votre souffle. À un moment donné, ça va bien, ça se tolère. Puis là, il y a une petite voix qui commence à vous parler en vous disant « arrête de faire ça, arrête de faire ça ». Et à un moment donné, vous allez commencer à avoir des mouvements. Vous allez tenter d'inspirer, d'expirer. Là. Donc, il va falloir vraiment se concentrer pour maintenir sa capacité à retenir son souffle. Et après un certain temps, ça sera plus soutenable. Vous allez commencer le processus inspiratoire-expiratoire pour renouveler vos réserves d'oxygène et expulser le CO2. Donc, le point psychologique, où on commence à avoir des mouvements puis qu'il y a un inconfort, bien ça se travaille, ça s'améliore. Il y a une étude qui avait observé donc l'effet d'un entraînement respiratoire, si on veut, où les gens faisaient tout simplement une dizaine de minutes par jour, ils s'entraînaient à retenir leur souffle. Donc, ils faisaient des répétitions, je retiens mon souffle, jusqu'à là, je ne suis plus capable, pour ça, je recommence. Et ils ont remarqué une amélioration de 62% de la capacité à maintenir un état en apnée. Donc, 62%, c'est quand même considérable. Et ça, en l'espace de quelques semaines, avec 10-15 minutes d'entraînement par jour. Et ce que les chercheurs ont remarqué aussi, c'est qu'il y avait l'aspect psychologique qui jouait beaucoup. Donc, les participants avaient réussi à repousser beaucoup le point où ils commençaient à avoir des mouvements là, pour un désir d'inspirer, d'expirer. Ils réussi à repousser ça un petit peu plus loin. Et ça, c'est important, surtout lorsqu'on a un athlète qui va faire de la nage sous l'eau. Parce que lorsqu'on va commencer à avoir ces mouvements-là de tentative d'inspiration, d'expiration, eh bien, on va remarquer que ça va affecter techniquement la capacité de nage. Donc, on va devenir un peu moins efficace. Psychologiquement, ça peut affecter aussi notre résilience, donc notre capacité à maintenir l'effort prolongé dans le temps en dessous de l'eau. Alors, donc, l'aspect psychologique est super important à considérer dans ce type d'entraînement-là. Je vous dirais beaucoup plus que des entraînements en surface, où là, ben, c'est ta capacité à endurer la douleur, puis bon, jusqu'à un certain point pour prolonger ton effort, mais tu n'es pas tant sur une piste de 100 mètres en athlétisme, tu n'es pas tant confronté à un environnement hostile où tu peux mourir. Lorsque tu vas être sous l'eau, c'est un environnement hostile où tu peux mourir. Et puis les capteurs de l'organisme t'envoient des signaux comme quoi, effectivement, tu es dans un endroit et dans une situation que si tu continues, tu vas effectivement mourir. Alors, c'est très puissant comme signaux. Donc, l'aspect psychologique est encore plus important à travailler qu'un joueur de badminton ou un coureur de marathon. Donc, ça, c'est un point qui va être important. Ensuite de ça, du côté plus physiologique, donc ce qui va être très important, bien, le développement moteur. Donc, raffiner son geste. On veut activer uniquement les muscles qui sont pertinents à notre geste. Donc, si on n'est pas très bon en nage, il faut s'améliorer côté natation. Donc, ça va être vraiment, c'est le facteur qui est probablement le plus entraînable et qui va procurer le plus de bénéfices à la performance. Donc, améliorer le plus possible sa technique, raffiner le mouvement, ce qui va permettre de relaxer les muscles qui sont peu ou pas nécessaires. Et ça, ce n'est pas une question de fluidité, c'est que si ces muscles-là sont relax, ils consomment moins d'oxygène. S'ils consomment moins d'oxygène, il y en a plus à être consommé par les muscles moteurs, les muscles actifs. Donc ça, raffiner sa technique, ça devient très, très important. Ensuite de ça, là, pour ce type d'entraînement-là, ben, les muscles moteurs doivent avoir une très grande tolérance à un milieu défavorable pour les contractions musculaires. Donc, un milieu qui va devenir plus acide, un milieu qui va être moins oxygéné. Donc, on veut chercher à travailler, la vascularisation de ces muscles-là. Donc, on veut développer le plus possible un réseau de capillaires qui va permettre une grande irrigation du muscle. Donc, ça va être important. Comment on fait ça? Bien, de l'entraînement en endurance musculaire locale peut contribuer à ça. De l'entraînement aérobie spécifiquement pour ces muscles-là. Donc, en natation, utiliser un ergomètre pour les bras.
Donc, faire de la moulinette avec les bras, du rameur, donc un ergomètre de type aviron ou de type ski de fond, des ergomètres doubles de type airbike. Donc, ces choses-là où on va travailler les membres supérieurs. Donc, ça peut aider pour des efforts prolongés, pas nécessairement de longue durée, mais un effort qui va faire en sorte qu'on va s'amener à l'épuisement. Ça peut favoriser le développement d'une meilleure arborisation pour le système vasculaire. Donc là, si on peut irriguer davantage le muscle, c'est une bonne chose, premièrement. Deuxièmement, bien, ça fait aussi indirectement un réservoir sanguin plus important dans ce muscle-là. S'il y a plus de conduit, on peut réussir à raffiner notre geste, bien, on va être capable d'avoir une quantité de sang un petit peu plus importante disponible dans ces muscles-là. Donc, ça peut être favorable. L'autre élément qui va être important pour ce type d'entraînement-là, à des efforts en endurance locale ou des efforts de type aérobie prolongée pour les muscles qui travaillent, c'est le développement des fibres de type 1. Donc, les fibres de type 1, on veut avoir un réseau très efficace, bien développé. On veut pratiquement que nos fibres de type 2A se modifient progressivement pour ressembler de plus en plus à des fibres de type 1. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les fibres de type 1, c'est des fibres qui ont une très grande affinité pour l'oxygène, sont très oxydatives, beaucoup de mitochondries, donc ça favorise un travail musculaire avec une utilisation de l'oxygène efficace. Les fibres de type 2, c'est des fibres qui ont tendance à être plus puissantes, et il y a une gradation là-dedans. Ces fibres de type 2-là sont aussi un peu moins efficaces. Donc, elles génèrent plus de puissance, mais elles gaspillent un petit peu plus. Donc, ça devient un peu moins intéressant pour notre travail de nage en apnée. Donc, on veut vraiment chercher à cibler les types 1 qui deviennent très efficaces, qu'on puisse bien les recruter, qu'elles puissent faire un travail coordonné pour maximiser l'efficacité dans le mouvement. Et nos fibres de type 2, bien, tranquillement, à force de les entraîner, on veut qu'elles commencent à calquer un peu les capacités des fibres de type 1 sans nécessairement avoir une migration complète vers les types 1. Mais ça va devenir très intéressant là, de chercher à travailler ces fibres-là, de les avoir bien développées. Un, pour le geste, et deux, même si elles ne sont pas impliquées directement dans le mouvement, ces fibres-là ont une affinité aussi pour le lactate. Donc, les types 1, de façon très intéressante, lorsqu'elles sont à proximité d'autres fibres de type 2, par exemple, qui vont produire une quantité potentiellement plus grande de lactate, et inévitablement, lorsqu'on est en apnée, il va y avoir une production de lactate, mais ces fibres de type 1-là sont capables d'utiliser le lactate comme carburant. Alors, ça nous fait encore un peu plus d'ATP. Donc, ça va nous permettre de renouveler de l'ATP à l'aide d'un intermédiaire comme le lactate. Donc, ce que les fibres de type 2 vont produire comme intermédiaire, donc à la suite de l'effort, bien, les types 1 vont être capables de le recycler puis continuer à maintenir l'effort. Alors ça devient aussi un élément très intéressant qui peut se faire en absence d'oxygène du côté des types 2, puis qui vont permettre d'utiliser de façon encore plus efficace l'oxygène qu'on a en recyclant du lactate. Donc ça va devenir un élément intéressant. Donc, on veut prioriser ces sympathiques fibres type 1-là lors des entraînements. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des types 2A, mais c'est quelque chose que je n'aurais pas tendance à miser. Donc, les gros entraînements en force, en puissance, à moins qu'on justifie ça par une amélioration extrêmement importante des capacités techniques du nageur, ce qui est peu probable. Sinon, je ne vois pas l'utilité nécessairement de travailler ça. Donc, les types 1, ça va être les fibres qu'on va cibler. Donc, tu travailles en endurance, on prolonge des efforts et aussi, on veut s'habituer à travailler en état de fatigue. Donc, en état de fatigue, pourquoi? Bien, pour l'aspect psychologique, puis aussi le fait de travailler en état de fatigue, surtout dans des efforts prolongés, ça veut dire qu'on travaille avec une présence d'oxygène potentiellement moindre. Et cette quantité d'oxygène-là plus faible, ça va grandement stimuler l'augmentation des concentrations d'enzymes qui sont utilisées dans le métabolisme aérobie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à force de s'entraîner avec des réserves d'oxygène qui diminuent, donc des efforts très intenses, on va réussir à augmenter la concentration de précieuses enzymes qui vont nous permettre de mieux utiliser l'oxygène. Donc, on va devenir un peu plus efficace au niveau de la mécanique, là, de la physiologie. Donc, ça, c'est un autre élément qui va être super important. Des exemples concrets des types d'entraînement, bien, il y a l'entraînement en isométrie qui peut s'avérer intéressant. Donc, l'entraînement, une chaise au mur, exemple.
faire un push-up, mais garder les coudes à 90, maintenir la posture, exemple. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que, étant donné qu'on a une action isométrique, le muscle contracte, il y a très peu de circulation sanguine qui va se produire. Donc, on vient localement à appauvrir le muscle et ça va favoriser, à force de faire une grande quantité de répétitions, une plus grande tolérance à une présence appauvrie en oxygène et plus riche en CO2. Et aussi une plus grande concentration d'enzymes qui vont nous permettre de mieux utiliser l'oxygène. Donc, ce type d'entraînement-là, selon moi, serait à prioriser. Il y a aussi le bon vieux Kahatsu, l'entraînement avec la restriction d'afflux sanguin. Donc, on utilisait des brassards un peu comme pour prendre la pression artérielle et on appliquait une certaine compression pour limiter l'afflux sanguin. Potentiellement, ça pourrait être un type d'entraînement qui pourrait s'avérer intéressant aussi pour les plongeurs en apnée afin de maximiser leur capacité à extraire l'oxygène de façon efficace et minimiser le gaspillage métabolique si on veut. Donc, on a quand même une grande entraînabilité, tant au niveau psychologique que physiologique. C'est sûr qu'on ne passera pas à quelqu'un qui s'entraîne, qui fait 1 minute en apnée en nageant, à quelqu'un qui fait 35 minutes en apnée en nageant. Pourquoi? Ben, il y a une quantité limite d'oxygène, même avec l'entraînement, qu'on peut entreposer, qu'on peut avoir. Donc, inévitablement, c'est une question de minutes. Nous sommes des êtres majoritairement aérobies. Donc, on ne pourra pas faire des 30 minutes sous l'eau sans assistance respiratoire. Donc, ça ne marchera pas. Mais on peut quand même aller chercher quelques minutes, donc une belle progression dans nos capacités en termes de développement pour améliorer notre gestion de l'oxygène, notre gestion de l'effort, puis notre capacité technique. Donc, ça faisait pas mal le tour. Je voulais rajouter un petit aspect nutritionnel. Donc, tout le monde s'amuse à critiquer là, chaque fois les approches nutritionnelles quand elles sortent, sont bonnes, sont pas bonnes, on les aime pas. Mais j'ai eu quelques questions sur la diète cétogène, puis justement la nage en apnée ou la plongée en apnée. Puis les gens disaient, ça va être bon parce que mes réserves de glycogène, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand j'utilise le glycogène, je risque d'avoir du lactate, ça risque d'acidifier plus mon muscle, je ne suis pas capable de tamponner parce que je ne suis pas capable d'expirer le CO2. Donc, je suis aussi bien de faire une diète céto, puis pas avoir de glycogène, puis fonctionner sur le gras. Si on regarde juste ce côté-là, ça pourrait être intéressant, effectivement. Tu te dis, si je n'utilise pas les glucides comme tel à l'effort, potentiellement, mes fibres de type 2 vont être moins sollicitées. Ça va être des types 1 là, qui vont devoir faire le travail parce qu'elles ont une grande affinité pour les lipides. Fait que je devrais être gagnant. Le seul problème qu'on a, c'est que métaboliquement, l'utilisation des lipides comme source de carburant, ça coûte plus cher en oxygène. Donc, pour réussir à renouveler la même quantité d'ATP, ça va me coûter plus d'oxygène si j'utilise les lipides comme source de carburant. Donc, lorsqu'on est en présence dans un environnement, exposé à un environnement où les quantités d'oxygène sont limitées, d'avoir un carburant qui nous coûte plus cher en oxygène à utiliser pour produire une quantité X d'énergie, ce n'est pas intéressant. Alors, les diètes cétogènes, les diètes à faible teneur en glucides, chez les plongeurs en apnée qui ont besoin de faire un minimum d'activité musculaire, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable parce qu'on va être pris à plus rapidement appauvrir la quantité d'oxygène disponible dans le sang et ça va limiter notre capacité à faire un effort. Donc, ça devrait s'avérer contre-productif. Également, il y avait d'autres notions lorsqu'on parlait de profondeur. Ça pouvait être un petit peu plus problématique en termes de santé aussi. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est quelque chose qui est assez complexe, mais diète cétogène, plongée en apnée, ça ne serait pas un des avantages là, de cette diète-là. Donc, ce ne serait pas pertinent de faire ça. Donc, on veut essayer de maximiser ses réserves de glycogène le plus possible, s'assurer d'avoir amplement de glycogène pour être en mesure de faire la tâche. Et les glucides à l'effort vont être la source d'énergie qui est la plus profitable. Donc, celle qui, pour 1 litre d'oxygène, peut nous donner le plus d'énergie. Donc, c'est ce qui serait intéressant. Donc, c'est pas mal ça. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans le clavardage. Sinon, vous pouvez me contacter toujours par courriel, msoa@drkin.com. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous avez des idées, des sujets, etc., envoyez-moi ça. Comme ce sujet-là, moi, c'était complètement dans le champ gauche. C'est surtout pas ma spécialité, mais j'ai trouvé ça intéressant de lire là-dessus, de m'informer.
Si vous aimez le balado, ben, un, vous pouvez me le dire, c'est toujours le fun. Deux, vous pouvez partager l'info, ça aussi, la publicité gratuite, toujours le fun. Je vous encourage à visiter également mon site drkin.com. Il y a des formations super intéressantes, dont une qui est assez populaire et que les gens aiment bien, qui est Physiologie des zombies. Donc, c'est quelque chose qui peut sembler particulier. C'est pas farfelu, c'est vraiment partir d'un cours de physiologie classique, mais essayer d'expliquer si les zombies, c'est possible ou non, en fonction des notions de physiologie qu'on a. Donc, c'est une approche, je trouve, un petit peu moins beige, un petit peu moins sérieuse de la physiologie, mais ça demeure de la physiologie, puis ça permet, je pense, de bien comprendre ou de comprendre différemment la physiologie de l'exercice à travers, ben, est-ce que les bons vieux zombies, c'est faisable? Donc, si jamais c'est un cours qui vous intéresse, vous pouvez toujours m'écrire. Des fois, j'ai des petits rabais quand les gens m'écrivent. Là, j'ai des petits coupons rabais qui traînent, fait que ça peut être intéressant. Eh bien, c'est pas mal ça. Je vous dirai bien à la prochaine, mais je ne sais pas ça va être quand le prochain épisode. Donc, je suis en pleine session universitaire, donc c'est toujours beaucoup de travail. Et j'ai des projets de recherche qui tournent, ce qui me permet aussi de lancer l'invitation, même si c'est en rediffusion, vous pouvez toujours vous essayer. Mais j'ai un projet de recherche qui cherche à mesurer la puissance, la relation entre la puissance, la force isométrique puis la dépense énergétique quotidienne. Donc, un petit projet super intéressant. Si jamais ça vous dit, encore une fois, vous m'écrivez, puis je vous donne les infos, puis on prend rendez-vous pour commencer ce projet-là. Donc, on utilise en plus l'entraînement iso-inertiel pour ceux et celles qui n'ont jamais essayé ça. C'est bien le fun, bien particulier, mais bien le fun. Alors sur ça fait le tour pour ce que je voulais vous jaser aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention et puis à un prochain épisode prochainement.